Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai le plaisir avec les professeurs Mathilde Horn et Cédric Lemoine de la section médecine psychosomatique de la FPBN, eh bien, de lancer ce second webinaire annuel de la section spécifiquement dédié aux troubles des conduites alimentaires, qui sont des pathologies extrêmement complexes et qui justement nécessitent à la fois dans leur compréhension et puis leur prise en charge une approche également complexe, en tout cas multidisciplinaire, à l'image bien de du plateau présent avec des psychiatres, Sébastien Guillaume et Mathilde Horn, et puis un endocrinologue nutritionniste, Patrick Ritz, qui matérialise une forme d'association de la Société francophone du diabète à ce webinaire. Donc, nous n'allons pas tarder et nous allons tout de suite commencer par la première communication proposée par le professeur Sébastien Guillaume, qu'on ne présente plus, professeur de psychiatrie au CHU de Montpellier, extrêmement investi sur la question des TCA, vice-président FFAB, sortant, etc. Donc, à toi Sébastien, merci beaucoup. Merci. Juste pour compléter, n'oubliez pas de poser les questions avec le module questions-réponses en bas à droite de votre écran et toutes les questions seront regroupées à la fin des 3 interventions. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour, merci Jean-Christophe pour la gentille introduction. Moi, l'idée aujourd'hui, c'était de parler des TCA en post-Covid. Alors, le titre que j'avais mis, c'était augmentation de l'incidence des TCA en post-Covid, mythe ou réalité. Alors, je pense qu'il n'a échappé à personne qu'il y avait une augmentation et donc on est dans une forme de réalité. Mais la question au-delà de ça, c'est de savoir ce que ça peut, quels sont les chiffres, quelles sont les caractéristiques cliniques qu'il peut y en avoir et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur la clinique des TCA et puis de savoir si ça dure ou pas. Donc, on va essayer d'approcher un peu toutes ces questions-là. Alors, avant de commencer à parler de l'incidence des TCA après le Covid, la question était déjà de savoir, je pensais bien de savoir un peu où est-ce qu'on en était et quelle est globalement l'épidémiologie des TCA et la prévalence des TCA avant le Covid. Globalement, depuis, en tout cas si on se limite aux pays occidentaux dans lesquels on a le plus de données, depuis une soixantaine d'années, la plupart des troubles des conduites alimentaires sont en augmentation. Vous avez 2 illustrations là, une qui est sur la droite, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais qui est une méta-analyse de toutes les études publiées de prévalence des troubles, et vous voyez que globalement vous avez une augmentation entre 82 et 2002. L'autre qui porte plutôt sur le nombre de patients repérés dans des services d'hospitalisation de jour ou temps complet au niveau européen, représentant les TCA, il y a une augmentation pour tous les TCA, sauf pour l'anorexie, où là, ce n'est pas sûr du tout. D'ailleurs, très probablement qu'il n'y a pas d'augmentation d'anorexie au cours du temps. Et que les petites augmentations qu'on retrouve sont simplement liées au fait qu'on dépiste mieux ces troubles et qu'il y a des modifications dans le choix dans les critères diagnostiques au fur et à mesure des versions du DS7. Donc, on avait quand même une épidémiologie avec une augmentation progressive et stable de la boulimie, de l'hyperphagie boulimique et quelque chose peu d'augmentation de l'anorexie. Ça, c'était avant le Covid. Au moment du Covid, rapidement, on a commencé à s'inquiéter dès les premiers jours du confinement sur la question de que va-t-il en être pour les troubles des conduites alimentaires. Là, vous avez 2 éditos deux types d'éditos qui étaient parus dans 2 gros journaux sur les TCA, quasiment la semaine après les confinements, les périodes de confinement en Europe, et très rapidement avec des études. Et là, on voit en fait sur le diapositive en bas à gauche des questionnements sur des patients souffrant d'anorexie en leur demandant est-ce que vous pensez que ça peut aggraver votre symptomatologie. Alors la plupart répondaient que oui, et donc des questionnements par rapport à ça. Nous-mêmes, on avait fait chez à peu près 5000 étudiants, ce que vous voyez à droite,
une enquête où on suivait tout au long du confinement. On avait commencé à J2 du confinement et pendant plusieurs semaines. On suivait des étudiants et on a pu voir une augmentation, notamment chez ceux qui avaient déjà des risques de troubles des conduites alimentaires ou un certain niveau d'insatisfaction corporelle, de préoccupation corporelle, des augmentations, des crises de boulimie et des périodes de restriction. Donc rapidement, des questionnements sur un lien entre TCA et Covid qui a émergé. Et dès qu'on a eu les premières études épidémiologiques fiables, sérieuses, on a pu confirmer ces risques, on a pu montrer ces doutes et ces inquiétudes, et avec une augmentation de l'incidence qui a été retrouvée. Alors, 2 exemples. Il y a beaucoup d'études dans le Covid et TCA qui sont sorties. Si vous regardez, si vous tapez Covid et TCA, avant-hier, je me suis amusé à faire ça, il y a 1500 études qui sortent sur PubMed. Donc, je vous ai mis évidemment des exemples en essayant d'être le plus de donner quand même le sens de la littérature. Donc là, une étude en population américaine sur la gauche, 5 millions de personnes, c'est une grosse boîte d'assurance américaine, et on voit l'incidence, le nombre de nouveaux cas détectés de Covid dans leur réseau. Vous voyez que 2017, 2018, 2019, ce sont les flèches d'en bas, ça reste assez stable au cours des années, et alors qu'en 2020, on voit bien que le nombre de nouveaux cas de Covid, la courbe parle d'elle-même, augmente. Des chiffres qui sont assez similaires en France. Ça, c'était une étude sur la droite que vous pouvez voir, qui était une étude faite à Rouen, à l'université de Rouen, où ils suivent régulièrement des patients pour dépister des éventuels TCA. Et vous voyez, c'est la flèche pleine, hein, qu'en 2018, 2019, il n'y avait pas, 2015, il n'y avait pas c'était quand même assez stable. Et puis en 2021, grosse augmentation du nombre de TCA. Donc rapidement, on a pu confirmer malheureusement l'augmentation de ces incidences, qui se traduit aussi par une augmentation globale de la demande de soins. Donc 3 illustrations sur la droite. C'est la demande de consultation aux urgences pour des TCA. Donc là, c'est l'exemple d'une étude à New York, aux urgences du réseau des urgences de New York. Donc la flèche, la barre, le trait noir, ce sont le nombre de consultations. Et puis à un moment, là, vous voyez qu'il y a un trait rouge, qui est en fait ce qui serait attendu si on était resté dans la norme habituelle à partir de 2020. Et vous voyez qu'il y a une augmentation très importante du nombre de consultations pour TCA, pour des motifs en lien avec les TCA aux urgences de New York. On a les mêmes données concernant les hospitalisations. En bas à droite, on peut voir que, vous voyez, quel que soit si on va prendre la barre noire, que le nombre d'hospitalisations pour TCA à partir de 2020 va augmenter de façon importante. Ça, c'est une étude australienne. Et puis en haut à gauche, vous avez l'augmentation dans différents centres spécialisés TCA, l'augmentation de la demande pour des soins dans différents centres spécialisés TCA, y compris en France. Et vous voyez que ce soit pour les hospitalisations ou pour les demandes d'admission globale dans les centres spécialisés, vous avez une augmentation entre 2019 et 2020 très importante du nombre de demandes. Donc une augmentation globale qui est la plus importante de celle qu'on peut retrouver, toute pathologie psychiatrique confondue. Il y a eu des augmentations de l'incidence de risques suicidaires, de l'incidence de troubles anxio-dépressifs, mais quand on regarde la littérature, celle pour laquelle l'effet était le plus marqué et le plus durable, en tout cas sur les 2 ou 3 premières années, les 2 années post-Covid, c'était les troubles des conduites alimentaires. Juste pour illustrer ça, sur la diapo de gauche, ce sont le nombre d'admissions en Nouvelle-Zélande, dans tout l'ensemble des services de psychiatrie de Nouvelle-Zélande pour des motifs, dans le service de psychiatrie, et où il a pu, et puis vous pouvez voir qu'en fait, finalement, il y a assez peu de services, assez peu de pathologies, c'est le diagnostic principal pour lequel il y a une augmentation de l'hospitalisation. Vous avez principalement les troubles des conduites alimentaires, les troubles de la personnalité, et à la marge, les troubles anxieux. Donc, c'est vraiment la pathologie pour laquelle on a eu la plus forte augmentation et de l'incidence et de la demande de soins et d'hospices. Avec des spécificités épidémiologiques, ça touche essentiellement les femmes, c'est à peu près similaire à ce qu'on retrouve dans les TCA en général, et essentiellement les adolescents et les adultes jeunes. Là, vous avez l'exemple en bas à gauche, c'est toujours pareil, cette cohorte néo-zélandaise, enfin, le nombre d'hospitalisations dans l'ensemble de Nouvelle-Zélande par âge,
Et on voit que vraiment le groupe dans lequel ça a le plus augmenté, ce sont les jeunes adultes, là, les 15-16 ans et les jeunes adultes. Et ça a essentiellement augmenté sur l'anorexie et les TCA non spécifiés. L'hyperphagie boulimique n'a pas été vraiment augmentée. La boulimie, on a des données discordantes. Par contre, l'anorexie, toutes les données vont à peu près dans le même sens. Là, vous avez un exemple au milieu. Toutes les données vont à peu près dans le même sens. Il y a une augmentation de l'anorexie. Les TCA non spécifiés, on pourra en rediscuter. C'est une catégorie fourre-tout qui regroupe pas mal de choses. Je pense notamment des anorexies un peu atypiques ou les troubles restrictifs un peu atypiques. On pourra en discuter. Là, on ne sait pas bien ce qui était mis dedans, mais voilà. Donc, c'est plutôt sur l'anorexie que ça se produit. Et on a bien une augmentation de l'incidence, puisque ce sont vraiment des nouveaux cas. Là, vous avez l'exemple en bas à droite, des hospitalisations dans l'ensemble du Canada, de tous les systèmes publics canadiens, les services de psychiatrie canadiens, adultes et enfants. Et en bas, la flèche, le bleu clair, c'est pour des patients qui ont déjà eu un TCA avant l'émergence du Covid. Et en haut, le bleu foncé, c'est des patients qui ont déclenché un TCA, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas connus comme ayant un TCA avant le Covid. Et vous voyez que c'est essentiellement sur ces patients que ça se passe. Donc, ce qui confirme qu'on est vraiment sur une augmentation de l'incidence du Covid. Donc, l'incidence et le recours de soins pour TCA post-Covid ont augmenté. Ça, c'est à peu près clair. La question, c'est qu'est-ce que ça a pu changer? Est-ce qu'il y a des spécificités cliniques? Alors oui, il y a des spécificités cliniques. Notamment, ces nouveaux patients sont des patients qui sont beaucoup plus comorbides. Et notamment comorbide en termes de risque suicidaire. Là, vous avez en bas à gauche une étude qui a été faite par l'équipe de Jean-Christophe sur les patients, les hospitalisations de patientes souffrant d'anorexie, pour regarder quels étaient les diagnostics secondaires associés, et notamment le diagnostic de suicide, de tentative de suicide que vous voyez en rouge là. Et vous voyez qu'il y a une augmentation assez nette du risque, enfin des conduites suicidaires après le Covid par rapport à avant. Ce sont des données qui ont été répliquées dans pas mal de pays. Et quand on regarde aussi les caractéristiques en termes de comorbidité de ces patients, on voit, c'est ce que montre cette méta-analyse sur la droite, que ce sont des patients qui, globalement, quand on fait des comparaisons par rapport à avant le Covid, ont plus de traumas, ont plus de problématiques interpersonnelles et relationnelles, ont plus de stress, décrivent des stress environnementaux plus marqués, globalement, ont une plus grande ambiance, plus de dysrégulation émotionnelle, là c'est pas marqué là, mais c'est quelque chose qui ressort assez, donc une ambiance avec plus de comorbidité psychiatrique. Au niveau du TCA et de la clinique du TCA, il y a quelques spécificités. Alors, pour les gens qui avaient un TCA au préalable, les données ne sont clairement pas, sont très contradictoires. Vous avez des études qui montrent que ça a aggravé le TCA, vous en avez d'autres qui disent que non. On ne sait pas bien. En tout cas, il n'y a pas de données. De mon point de vue, la littérature ne permet pas de trancher d'affirmer que le Covid, le confinement, enfin que la période a aggravé les TCA de patients qui avaient déjà un TCA. Par contre, il y a quand même l'air d'avoir quand même un consensus de la littérature pour dire que les patients qui ont développé un TCA post-Covid, outre les comorbidités dont j'ai parlé tout à l'heure, ont quelques particularités au sein de leur TCA. Là, vous avez juste l'exemple en bas à gauche d'une étude en réseau, donc, qui sont des études qui permettent de regarder un peu comment s'associent les symptômes d'une pathologie. Et donc, je vais passer les détails, mais globalement, ce que suggèrent les études, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de symptômes obsessionnels compulsifs et de rigidité, et aussi beaucoup plus d'insatisfaction corporelle pour les jeunes filles anorexiques qui ont développé un TCA après le Covid qu'avant, que le contexte social et environnemental impactait beaucoup plus ces symptômes alimentaires, ce qui va un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Par contre, une bonne nouvelle, même si on manque un peu de recul, mais a priori, le pronostic global du TCA après hospitalisation, après prise en charge de patientes qui ont développé leur TCA après le Covid ne semble pas péjoratif, voire même peut-être serait un peu meilleur sur le TCA. Ça, c'est l'exemple en bas à droite d'une étude espagnole d'un réseau de soins espagnol, donc avec des bons résultats en termes de prise en charge du TCA. Globalement, ils trouvaient plutôt des meilleurs résultats que pour leurs patients vus antérieurement. Et c'est ce que semble suggérer quand même la littérature, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas une aggravation du pronostic sur le TCA.
Alors, à côté de ces spécificités cliniques, est-ce qu'il y a quelques mécanismes qu'on peut mettre en cause et qui peuvent nous aider à réfléchir pour la suite? Alors, oui, on a assez rapidement repéré les mécanismes qui pourraient augmenter le TCA. Là, c'est une revue de la littérature qu'on avait sortie au moment du Covid sur les mécanismes en jeu, et globalement, ils ont tous été plus ou moins répliqués, hein, la question des médias, la question je vais revenir, de l'isolation sociale, de la disruption des routines. Donc, il y a plusieurs mécanismes, des facteurs à la fois d'augmentation du risque et protecteurs. J'aimerais discuter 3 aspects juste, parce que ça me semble important peut-être aussi pour la compréhension qu'on peut avoir de ces troubles et peut-être des leçons à en tirer. La première, c'est la question des routines et de l'habitude. La question de la rigidité des habitudes dans l'anorexie, puisque l'augmentation de l'incidence, elle est surtout sur l'anorexie, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de central. Hein, donc, parmi les facteurs de physiopathologie qui prédisposent et qui maintiennent surtout l'anorexie, vous avez une rigidité des habitudes avec des boucles de l'habitude au niveau cérébral qui vont se créer et qui vont favoriser la persistance des comportements inadaptés. Donc, ce sont des jeunes filles ultra ritualisées en permanence. Or, le Covid, et ça a été très bien montré, a été associé à une disruption de toutes les routines. Et alors, on ne le sait pas vraiment dans les TCA, mais on sait que dans pas mal d'autres troubles, là c'est l'exemple des méta-analyses, cette disruption des routines a été à l'origine d'une aggravation de l'état psychique. On peut penser que c'est la même chose et que ce rôle des habitudes a été majeur dans le maintien des troubles. Le deuxième point, c'est les affects négatifs et l'impact de la détresse émotionnelle. Globalement, c'est une période où vous avez plus de détresse émotionnelle, plus d'isolement social. On peut penser que beaucoup de patientes ont géré, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de le faire, leur régulation émotionnelle en se restreignant, en faisant des crises de boulimie, et chez des jeunes filles qui avaient une vulnérabilité, ça a pu entretenir et faire démarrer un trouble alimentaire qui s'est après autonomisé. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est la question de l'effet protecteur. Très clairement, il y a plein d'études qui montrent qu'on a un effet protecteur de l'accès aux soins et que la prise en charge rapide est ce qui marche le mieux, sauf que dans cette période, ça c'est l'exemple d'une enquête qui avait fait la FFAB à l'époque, vous aviez une augmentation des délais, et donc à un moment où on avait le plus besoin de voir ces patients, c'est le moment où on avait le moins de possibilités de les voir. Voilà, donc facteurs qui, à mon avis, ont contribué, sur lesquels on peut réfléchir pour l'avenir. Enfin, pour terminer, quelques mots sur l'évolution à distance du Covid. Est-ce que ça a duré, de l'incidence? A priori, non. Il semblerait que ça ne va pas durer. Quand on regarde sur les études, en tout cas, toutes les études sont concordantes sur le fait que l'incidence est en train de diminuer. Je ne vais pas détailler les études. La question étant, est-ce qu'on se stabilisera à un taux un peu plus élevé qu'avant pré-Covid, ou est-ce qu'on retournera à l'état antérieur? Pour le moment, on ne le sait pas. Et est-ce que les phénotypes cliniques et les formes cliniques vont revenir comme avant, ou alors elles vont rester un peu comme elles étaient pendant cette période de Covid? On ne le sait pas. Mais en tout cas, que ce soit en termes d'incidence ou d'hospitalisation, je vais passer, vous avez un retour, en tout cas une diminution des chiffres et peut-être un retour à la normale. Voilà, donc mythe ou réalité, une réalité chez les femmes et chez les adolescents et les adultes jeunes, c'est l'augmentation d'incidence, principalement l'anorexie, avec des spécificités cliniques d'origine multifactorielle et en reflux, mais avec un recul insuffisant pour déterminer si ces modifications seront durables ou temporaires. Merci. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation très spécifique, à la fois des éléments généraux et d'autres qui seront discutés tout à l'heure. On a déjà quelques questions. Et je vais maintenant passer la parole au professeur Mathilde Horn. Mathilde Horn est professeure de psychiatrie à l'Université de Lille, spécialisée notamment en psychiatrie de liaison et avec une grande expertise en matière de troubles fonctionnels. Et elle va nous parler des troubles digestifs fonctionnels. Mathilde, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, je vais effectivement vous parler des liens entre troubles du comportement alimentaire et troubles digestifs fonctionnels. Je voulais juste introduire cette présentation par la situation d'une patiente que j'ai rencontrée et qui m'a amenée à poser cette question sur ces liens. Donc, c'est une patiente que j'avais rencontrée dans le cadre de la psychiatrie de liaison en service de gastro-entérologie, qui était reçue dans le service pour des douleurs abdominales qui étaient provoquées par l'alimentation et qui présentait également une constipation. Ces symptômes étaient assez impactants puisqu'elle avait réduit ses activités professionnelles et sociales. Je retrouvais dans son dossier que sur une consultation de dermatologie quelques années plus tôt,
ont objectivé une chute de cheveux, qu'elle avait été également reçue en médecine interne pour une polydipsie, un amaigrissement. Et moi, quand je la rencontre, c'est une patiente qui a une volonté de contrôle importante, une grande rigidité cognitive. Et l'ensemble de ces éléments me font fortement évoquer un trouble du comportement alimentaire. Et en recherchant par la suite chez toutes les patientes qui m'étaient adressées pour des troubles digestifs fonctionnels, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était finalement assez fréquent. D'où cette question, qu'en est-il du lien entre les troubles digestifs fonctionnels et les troubles du comportement alimentaire? Alors, pour rappel, on se situe dans le cadre de communication qui sont fortes entre le cerveau et l'intestin et qui forcément privilégie l'association entre ces deux types de troubles. Cerveau et intestin qui communiquent par différentes voies, par le système nerveux autonome principalement, également par toutes les cellules du système immunitaire, et puis par l'axe que l'on connaît si bien, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui est surtout activé dans les moments de stress. On regroupe donc sous le terme de trouble de l'axe cerveau-intestin, qui est une terminologie que j'ai retrouvée dans plusieurs articles et que je trouve assez intéressante parce que ça montre vraiment la place des mécanismes cognitifs émotionnels dans les troubles digestifs. Donc, toutes ces perturbations de la communication entre l'intestin et le cerveau, que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens. Et ça correspond à des symptômes gastro-intestinaux qu'on observe en l'absence d'une maladie structurelle ou inflammatoire. Et ça va correspondre principalement à des douleurs, des nausées, des ballonnements, des constipations et des diarrhées. Les mécanismes supposés impliqués dans ces pathologies, en lien avec la diapositive que je vous ai présentée juste avant, ce sont des altérations des fonctions immunitaires, du système nerveux central, du microbiote ou alors d'hypersensibilité viscérale. Alors, pour la question précisément des troubles fonctionnels digestifs et des troubles du comportement alimentaire, que nous dit la littérature? Il y a plusieurs études qui ont été menées sur ce sujet. Parmi les études les plus récentes, une étude qui a été réalisée en population générale chez 4000 participants qui montrait qu'il y avait un risque multiplié par 1,5 de troubles du comportement alimentaire chez les patients qui présentaient un trouble digestif fonctionnel. Et le fait d'avoir cette comorbidité de troubles du comportement alimentaire entraînait un poids plus faible, ce qui paraît assez évident, mais aussi des symptômes physiques non digestifs, un recours aux soins important et une qualité de vie moins bonne. Dans une étude qui était réalisée chez les patients avec un trouble alimentaire, on notait qu'un patient sur 5 présentait des critères pour un trouble digestif fonctionnel. Et à l'inverse, une étude qui est réalisée chez des patients qui présentent un trouble digestif fonctionnel, on notait un risque multiplié par 4 de présenter un trouble du comportement alimentaire, avec des symptômes qui étaient corrélés entre les troubles du comportement alimentaire et les troubles digestifs. Donc, c'est une association qui semble réelle. Je n'ai pas été non plus marquée parce que je trouve que ce risque est assez finalement modéré. Alors, comment on peut envisager le lien entre ces deux pathologies? Eh bien, tout d'abord, il y a un profil commun entre ces patients que l'on retrouve. Donc, sur le plan socio-démographique, on est plus souvent face à des femmes avec une fréquence d'antécédents de violence ou de traumatisme qui est importante dans les deux cadres. Il y a aussi des traits de personnalité qui sont communs aux personnes qui présentent des troubles digestifs fonctionnels ou des troubles du comportement alimentaire, notamment le perfectionnisme, les volontés de contrôle, sentiments de culpabilité ou d'inefficacité. Et enfin, sur le plan purement physique, il y a tout un cortège de symptômes qu'on va retrouver aussi dans les deux pathologies, à savoir les douleurs abdominales, la satiété précoce, la plénitude postprandiale, les nausées, les ballonnements, les vomissements. Alors, comment on peut faire le lien entre les deux? On peut soit partir des patients qui présenteraient un trouble digestif fonctionnel et fréquemment, ces patients présentent la sensation que c'est l'alimentation qui fait mal, en tout cas qui aggrave les symptômes. Et donc, on peut imaginer le développement de croyances dysfonctionnelles envers la maladie, à savoir l'idée que manger, c'est douloureux, ce qui va entraîner le développement de comportements qui sont au départ adoptés par les patients pour essayer de limiter les symptômes, mais qui en fait vont aggraver ces symptômes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les troubles fonctionnels. Par exemple, développer des sélections des aliments ou des régimes alimentaires. Et ces croyances et ces comportements peuvent bien entendu être le lit de développement de troubles du comportement alimentaire par la suite. À l'inverse, quand on se situe du côté des patients qui présentent un trouble du comportement alimentaire, on sait qu'il y a des symptômes digestifs qui sont assez fréquents chez ces patients.
en fait, dans les troubles du comportement alimentaire et principalement l'anorexie, il va y avoir une perte de poids, donc une perte musculaire qui inclut aussi une perte musculaire au niveau des muscles lisses et du système digestif, ce qui va avoir comme conséquence de ralentir la vidange gastrique, la vidange colique. On retrouve aussi une perturbation du microbiote liée au régime, aux sélections alimentaires qui sont réalisées. Et enfin, un système immunitaire et nerveux qui est activé par les phénomènes de stress. Donc, on voit que dans un sens comme dans l'autre, les deux peuvent interagir et s'auto-influencer. Qu'en est-il à plus long terme? Quand on regarde les études qui ont utilisé des données sur plusieurs années, ce qui apparaît, c'est que le diagnostic est souvent réalisé en fonction du premier spécialiste rencontré. Donc, si les patients consultent préférentiellement un psychiatre, on va plutôt parler d'anorexie, alors que quand ils consultent en raison de leurs symptômes digestifs, on va plutôt parler de troubles digestifs fonctionnels, avec une plus facile acceptabilité du diagnostic de troubles fonctionnels parce que c'est probablement moins stigmatisant et parce que l'approche qui est proposée est souvent assez médico-chirurgicale. On va, dans les services de gastro-entérologie ou de chirurgie digestive, proposer des interventions centrées sur les symptômes physiques. La conséquence, c'est que le trouble qui n'est pas repéré évolue souvent défavorablement. Et une étude qui comparait l'anorexie qui était diagnostiquée en service de psychiatrie par rapport à celle diagnostiquée en service de gastro-entérologie montrait que dans le service de gastro, les patients étaient plus âgés, avaient une maladie qui évoluait depuis plus longtemps et avaient subi beaucoup plus de consultations et d'investigations pour explorer leurs symptômes. Finalement, dans une étude que j'ai retrouvée qui évaluait les troubles du comportement les troubles digestifs fonctionnels, quand on interrogeait les patients sur des antécédents de troubles du comportement alimentaire, on trouvait que chez presque 90% des patients, il y avait eu des antécédents de troubles du comportement alimentaire et c'est assez concordant avec ce qu'on peut observer en consultation. Et ce qui apparaît, c'est qu'en situation de comorbidité, c'est quand même plus fréquemment le trouble alimentaire qui précède. Ce qui a amené à une proposition d'un modèle théorique qui commence donc par les symptômes en lien avec le trouble du comportement alimentaire, qui va entraîner deux types de symptômes. Les symptômes sur le plan physique, avec tout ce qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire une altération du transit, une hypersensibilité au niveau digestif, et puis aussi un cortège de symptômes plus cognitifs, et notamment une hypervigilance aux sensations corporelles. Et l'ensemble de ces symptômes vont ensuite entraîner le développement de symptômes digestifs, la satiété rapide, les douleurs abdominales, la sensation de plénitude, les ballonnements, l'ensemble de ces symptômes amenant bien sûr à des impacts sur la qualité de vie et tout ça s'auto-entretenant et s'influençant réciproquement. Alors, quand on rencontre les patients à l'étape de troubles du comportement alimentaire, c'est ce qu'on a l'habitude de voir en psychiatrie. On va poser le diagnostic de troubles du comportement alimentaire et proposer la prise en charge adaptée. Ce qui, à mon sens, est plus compliqué, c'est lorsque les patients arrivent aux soins à l'étape des symptômes digestifs, parce que le diagnostic de troubles alimentaires est pas souvent posé et que la prise en charge est souvent très focalisée sur les symptômes digestifs avec volonté d'investiguer ces symptômes et ça peut entraîner un certain répétition d'investigation comme on a l'habitude de le voir dans les troubles fonctionnels et un certain nombre de ces patients arrivent avec un diagnostic de gastroparésie, donc la gastroparésie qui est le ralentissement de la vidange gastrique et qui est quelque chose qui est objectivable et alors c'est beaucoup plus difficile je trouve de faire le lien avec les psychiatres dans ces situations parce qu'on a une maladie qui est existante, réelle, objectivable. Les patients s'y accrochent beaucoup, le temps de transit est diminué et donc on a beaucoup plus de facilité à envisager l'aspect fonctionnel ou en tout cas les facteurs psychologiques dans cette pathologie. Dans les quelques études qui ont été réalisées, c'était surtout sur des faibles échantillons qui montraient qu'il y avait une fréquence assez élevée d'anorexie chez les patients avec gastroparésie. La plus grosse étude que j'ai trouvée, elle portait sur 300 patients qui avaient une gastroparésie objectivée. Elle retrouvait que plus de la moitié des patients avaient des troubles du comportement alimentaire, mais surtout ce que je trouvais très intéressant, c'est que le temps de vidange gastrique se normalisait lorsque les patients reprenaient du poids, c'est-à-dire que
aussi objective que soit la gastroparésie, la prise en charge du trouble du comportement alimentaire permet de rétablir un temps de transit normal. Qu'est-ce que sont les risques de ne pas prendre en compte ces troubles du comportement alimentaire et de se focaliser sur une prise en charge très médicale? Dans un certain nombre de cas, on va finir par observer des anomalies sur des examens qui sont soit n'ont rien à voir avec les symptômes présentés par le patient, soit sont des complications du trouble initial. Alors, quand on est dans ce genre de situation, il est assez tentant de vouloir aller se focaliser sur ce problème qu'on a identifié, avec parfois des interventions chirurgicales qui sont menées pour essayer d'agir sur l'anomalie qui a été détectée, avec finalement peu de recul sur ce qu'on fait et souvent pas beaucoup de résultats sur les symptômes qui sont présentés initialement, et même à l'inverse, le développement de complications. Alors, quand c'est des prises en charge purement médicamenteuses, c'est toutes les complications liées aux traitements qui vont être introduits, notamment les traitements antalgiques, opiacés, mais sur les interventions chirurgicales, c'est fréquemment le développement de symptômes douloureux. Et enfin, des situations que j'ai pu voir régulièrement, c'est aussi les phénomènes d'addiction aux soins, des patients qui ont des sensibilités au développement d'addiction et qui sont très fréquemment convoqués aux soins, qui réalisent beaucoup d'examens, d'investigations, d'interventions et qui finalement développent une sorte d'addiction aux soins et des symptômes qui ensuite partent un peu dans tous les sens avec vraiment ce besoin de revenir à l'hôpital. En pratique, qu'est-ce que l'on propose? C'est d'évaluer les symptômes digestifs et les troubles alimentaires. Attention aux consignes concernant l'alimentation. C'est des patients à qui on peut dire dans le cadre de l'anorexie qu'il faudrait qu'elle mange plus et puis qu'on dit dans le cadre des troubles digestifs fonctionnels qu'il faut faire des régimes sélectifs. Donc, l'intérêt de prendre en charge globalement ces deux pathologies, c'est d'avoir une consigne qui soit assez claire et cohérente et bien sûr limiter toutes les investigations qui ne sont pas nécessaires et envisager les actes invasifs vraiment en dernier recours. Sur les perspectives thérapeutiques qui sont proposées, les traitements médicamenteux sont quand même rarement efficaces, notamment sur les douleurs, qui est souvent la première plainte des patients. Et ce qui est recommandé dans le cadre de ces traitements médicamenteux, ce sont principalement les antidépresseurs. À côté de cette approche purement médicamenteuse, ce qui est encouragé, c'est plutôt d'aller vers des prises en charge qui soient intégratives en associant des approches non médicamenteuses. Alors tout d'abord, envisager une collaboration avec l'équipe de soins physiques lorsque les patients sont suivis en service de médecine ou de chirurgie pour intégrer les soins et physiques et psychologiques. Réfléchir aussi à limiter tout ce qui peut être effet secondaire et iatrogène, et notamment les opiacés qui entraînent de la dépendance chez ces patients qui, encore une fois, ont peut-être une sensibilité à développer des addictions, et puis surtout qui entraînent des complications importantes sur le plan digestif avec des aggravations des troubles du transit, notamment la constipation. Sur les interventions, les thérapies non médicamenteuses, un certain nombre de thérapeutiques ont été proposées, de thérapies ont été proposées. Elles sont variées. Il y a les choses les plus simples, la psychoéducation, expliquer aux patients les liens qui existent entre les troubles digestifs et le stress. Les techniques de relaxation qui peuvent aussi avoir un effet sur le système digestif. Et puis, les aspects qu'on a plus l'habitude de rencontrer en psychiatrie, de restructuration cognitive ou d'exposition pour essayer de casser les biais cognitifs ou de réexposer des patients à des comportements qu'ils ont évités dans le but initialement de soulager leurs symptômes. En conclusion, je dirais qu'il est important de se poser la question de manière systématique dans le cadre de troubles digestifs fonctionnels de la présence d'un trouble alimentaire. Il faut avoir en tête que les patients ont plutôt une présentation de rationalisation de leurs symptômes digestifs et qu'ils ont plutôt tendance à présenter les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire que les troubles du comportement alimentaire seraient secondaires à leur douleur et à leurs symptômes digestifs. Parfois, il est plus facile de se focaliser sur les antécédents et de rechercher des antécédents dans l'enfance, dans l'adolescence, de troubles du comportement alimentaire. En tout état de cause, limiter l'escalade thérapeutique
surtout lorsqu'on n'a rien à traiter de manière évidente, et proposer une approche intégrative qui soit également expliquée aux patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathilde pour cette très très belle présentation, hein, très subtile sur l'association troubles digestifs fonctionnels TCA, moi que j'ai jamais trop entendu présenter de cette manière. Donc merci beaucoup pour cet éclairage. À présent, nous allons avoir l'honneur d'écouter le professeur Patrick Ritz, qui est endocrinologue, professeur de nutrition au CHU de Toulouse, et qui est très impliqué notamment dans la construction et dans l'investigation, on va dire, de la cohorte SFDT1. Je crois que Patrick, on peut dire que c'est la plus grande cohorte de patients souffrant de diabète de type 1 au monde. Il y a un projet, je crois, 15 000 sujets à inclure, et là, vous êtes quasiment à 6 000 sujets. Donc, bravo pour ce beau projet, et c'est justement, notamment sur ces aspects-là, à partir de cette cohorte, vous allez pouvoir nous éclairer, et des collaborations que vous avez pu faire avec des psychiatres, parmi lesquels on a aussi professeur Sébastien Guillaume, ici présent. Voilà, Patrick. Alors, merci Jean-Christophe, c'est moi qui suis honoré de votre invitation. Alors, au public, je suis à l'aéroport, donc je vais essayer de cacher le micro si ça fait un peu trop de bruit. Ça a été calme dans le quart d'heure précédent. Donc, pour vous raconter une histoire brève, je m'occupais de diabète de type 1 il y a très longtemps, j'ai évolué vers la nutrition, je suis arrivé à Toulouse, et à un moment, on s'est vraiment posé la question de mais finalement, est-ce qu'on s'occupe, est-ce qu'on prend en charge, est-ce qu'on repère les personnes avec un diabète de type 1? J'ai travaillé avec une équipe spécifique de Luxembourg, justement sur cette cohorte, initiée par quelques diabétologues en France, et qui a pour objectif d'évaluer le risque cardiovasculaire, mais surtout de phénotyper sous toutes les dimensions les personnes qui vivent avec un diabète de type 1, et grâce au suivi, voir si quelques critères du phénotype permettent de prédire des complications. Et du coup, on s'est dit que ce serait important de partager cela sous forme de recommandations ou d'un état des lieux pour la Société francophone du diabète. Et on a invité plein de gens, Jean-Christophe, Sébastien, des diabétos, des psychiatres, Sylvain Iceta du Canada, etc. Et voilà, je vais vous faire un peu le point. Donc, c'est publié très récemment, c'est dans une revue qui s'appelle Médecine et maladies métaboliques 2025. Je vous ai mis le lien en dessous pour y accéder. Et donc, on a fait une prise de position de la SFD médicale et surtout paramédicale. Alors, en introduction, pour aller vite, donc il y a une revue récente du JAMA qui dit que la prévalence des TCA, c'est 2 à 5% de toutes les populations, que la mortalité est augmentée et qu'il y a beaucoup de suicides avec des conséquences somatiques, ça vous le savez. En ce qui concerne la prévalence des troubles des conduites alimentaires chez les personnes vivant avec un diabète de type 1, on a une revue de 2024 qui dit que le risque est multiplié par 2,5 environ, que ce n'est pas tant sur l'anorexie mentale, un peu comme le disait Sébastien tout à l'heure, c'est plus sur des troubles de type hyperphagie boulimique, des troubles des conduites alimentaires atypiques, UFED, OSFED, et puis surtout quelque chose dont on va parler qui est l'omission d'insuline. Ces personnes ont une mortalité multipliée par 6 et une prévalence des complications aiguës, que ce soit les hypoglycémies ou les épisodes d'acidocétose, multipliée par 3, un déséquilibre chronique, des complications chroniques et une réduction donc de l'espérance de vie. Alors, du coup, on ne peut pas dire que ce soit des troubles des conduites alimentaires tout à fait typiques. À côté de ceux-ci, on a les OSFED, les spécifiés, et les UFED, les unspecified, du DSM-5, qui traduisent exactement comme pour toutes les autres personnes un envahissement psychique autour du poids, de la silhouette, de l'alimentation, mais sans les signes du DSM-5 qui permettent de caractériser le diagnostic. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des conduites restrictives de jeûne, d'alimentation pauvre ou très pauvre en glucides. Alors, vous allez dire, c'est pareil dans les TCA, sauf que là, alimentation pauvre ou très pauvre en glucides, il faut qu'on arrive à faire le lien avec le fait que pour contrôler la glycémie, on pourrait être tenté de moins manger de glucides de façon à aplatir un peu la courbe.
De la même façon, hypersélectivité alimentaire, des compulsions répétées, des pertes de contrôle, avec ou sans des hypoglycémies, parce qu'il y a des corrections avec des bolus d'insuline derrière, ou bien des vomissements volontaires. Vous voyez, des symptômes qu'on va retrouver finalement chez des personnes qui n'ont pas un diabète de type 1. Mais surtout, ce qui est spécifique, c'est l'omission volontaire des injections d'insuline, ou bien le sous-dosage. Pour essayer de vous rappeler, rappelez-vous, quand on était étudiant, on nous disait début du diabète de type 1, grand amaigrissement. Pourquoi? Parce qu'il y a une polyurie du fait de la glycosurie et qu'on perd du corps, on perd des matières corporelles à travers l'eau et les glucides qui sont éliminés. Et au moment du traitement par insuline, il y a une prise de poids qui va volontiers remonter un peu au-dessus du poids de départ. Et donc, les personnes vont avoir découvert que en mettant de l'insuline, elles gagnent du poids et qu'en l'enlevant, elles peuvent en perdre. Donc, si elles ont des préoccupations autour de la silhouette ou du poids, manipuler son traitement par insuline devient un outil possible de gestion du poids. Alors, on l'appelle diabolimie, ce qui est pas très joli, et c'est considéré comme un équivalent de purge. Dans le DSM-5, ça n'existe pas, c'est fait mention, mais c'est pas un TCA spécifique. Alors, la prévalence de ces troubles des conduites ou conduites problématiques, on va dire c'est 2 à 3 fois ce qu'il y a dans la population normale. Mais si on regarde surtout les parties, non spécifiques, c'est 20 à 60 des adolescentes, 5 à 20 des hommes, adolescents ou jeunes hommes, donc on a l'habitude de dire que c'est des femmes et du coup, pour nous diabétologues, de négliger de les rechercher si c'est un homme, alors que vous voyez, la prévalence, elle est loin d'être nulle et la diabolémie, elle, c'est entre 10 et 40 des personnes. Donc grosso modo, on est entre un quart et la moitié, un tout petit peu plus de la moitié des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 qui pourraient avoir un trouble des conduites alimentaires. Alors, le problème, c'est que les patients ont honte de cela. Et je vous cite le témoignage d'une patiente qui est père aidante à Paris et qui m'a dit, tu vois, le médecin qui s'occupe de moi depuis longtemps, c'est comme mon maître d'école. Il s'occupe de moi vraiment bien. Et l'évaluation qu'il fait de mon travail, ma note, mon devoir, c'est l'hémoglobine glyquée ou la courbe de la mesure continue du glucose. Et donc, il est content quand j'ai une bonne note et il me félicite d'avoir du temps dans la cible qui est correct, une bonne hémoglobine glyquée. Si je triche en ne faisant pas mon injection, je vais lui dire: «Bah, je comprends pas pourquoi la glycémie elle est montée. Vraiment, je comprends pas». Je vais avoir honte, je vais me sentir coupable de pas bien faire et je vais surtout pas lui en parler. Et ça, c'est une dimension qu'il va falloir qu'on arrive à dépasser. On a aujourd'hui un projet qu'on mène avec des patients pour essayer de trouver dans des focus group les conditions qui leur permettraient d'en parler sans avoir honte, sans stigmatisation, sans et cetera. Et de plus, les professionnels de santé disent qu'ils ne sont pas formés et les diabétologues vis-à-vis des troubles des conduites alimentaires et les personnes du soin psychique vis-à-vis de ce qu'est le diabète en général. Alors comment on pourrait repérer ça? Eh bien, si on a accès, c'est tout ce qui est évocateur de troubles alimentaires, vous savez le faire, tout ce qui est un déséquilibre glycémique inattendu. Une personne qui allait pas mal du point de vue, de ses résultats en termes d'hémoglobine glyquée et de façon bizarre, ça monte, ça varie beaucoup. Il y a des complications précoces, il y a des épisodes d'acidocétose qu'on ne comprend pas. Il y a une faible adhésion aux soins, il y a du nomadisme médical, je viens pas aux consultations et puis il y a de la souffrance psychique ou éventuellement un trouble mental associé comme vous l'avez évoqué Mathilde et Sébastien. Alors il y a des questionnaires, il y en a un spécifique qui est validé, c'est le DEPS-R, qui est, un peu long. Le mSCoF avec 6 questions dont l'une, spécifique en plus du SCoF classique qui est: «Est-ce que vous omettez délibérément de faire votre traitement?» Et puis les signes d'alerte, eh ben, c'est la restriction alimentaire, l'amaigrissement, l'insatisfaction corporelle, les vomissements, les laxatifs, des signes biologiques, l'hémoglobine glyquée qui monte, de la déshydratation, clinique de l'aménorrhée primaire ou secondaire et des déséquilibres inexpliqués, l'acidocétose, on en a parlé, des épisodes d'hypoglycémie répétés, des fluctuations pondérales importantes, des complications microvasculaires précoces, trop précoces, des anomalies du profil lipidique.
Alors là, je vous le laisserai, hein, c'est le questionnaire DEPS-R, il a 16 questions et il est validé, même en français. Quelques images, donc Jean-Christophe vous a parlé de la cohorte SFDT1 et donc nous, on a analysé 1113 adultes avec des mesures continues du glucose de bonne qualité. Vous voyez on les a séparés en ceux qui n'avaient pas de troubles des conduites alimentaires et pas d'omission d'insuline quand le score de SCOF était négatif et qu'à la question d'omission d'insuline, la réponse était négative. Un TCA sans omission si on avait SCOF positif, réponse à la question négative. Pas de TCA, mais une omission d'insuline, les jaunes, et les rouges qui avaient les deux. Juste pour vous montrer la prévalence, donc on a 11% de TCA sans omission d'insuline, 16% d'omission d'insuline et 5% qui ont les deux dans cette cohorte avec des caractéristiques. On a plus de femmes du côté des TCA, vous voyez 67, 56, 63% versus 44 s'il n'y a pas d'omission ou pas de TCA. Et puis une durée du diabète qui était un peu plus courte. Je vous passe ça pour gagner du temps. Le BMI, pour vous illustrer, il est à peu près celui de la population générale. Donc, ce n'est pas la femme maigre qui a un profil d'anorexie mentale, ce n'est pas l'homme obèse avec des TCA, c'est quelqu'un de physiquement pas facile à reconnaître. Et on a plus de complications d'hypoglycémie, plus d'acidocétose, beaucoup excusez-moi, beaucoup de détresse du diabète et ça commence à être très étudié. C'est un facteur d'aggravation métabolique, de pauvre qualité de vie, de fardeau, dont on commence à beaucoup travailler et je vais passer sur donc cette image qui est les verts, c'est les personnes sans TCA et sans omission d'insuline. Là, on a le temps dans la cible, ce que l'on cherche, le temps en dessous de la cible, le temps au-dessus de la cible, en dessous BR, au-dessus AR. Vous voyez que les personnes qui n'ont que TCA sans omission d'insuline sont strictement similaires aux personnes qui n'ont pas de TCA ni d'omission. Ce ne sont que celles qui ont de l'omission d'insuline qui vont avoir un temps au-dessus élevé, un temps en dessous abaissé et un temps dans la cible abaissé et une hémoglobine glyquée élevée. Donc c'est bien l'omission d'insuline qui est la difficulté pour les diabétologues, plus que le TCA. Donc, on a évoqué des recommandations de prise en charge, donc une approche individuelle autant que possible, une approche psychothérapeutique validée, donc Sébastien en a parlé, ça pose le problème, de repérer les troubles, mais surtout d'avoir suffisamment de liens et des ressources pour la capacité de prise en charge, ajuster le traitement insulinique en étant peut-être un tout petit peu moins exigeant dans ces périodes-là. Plus on va mettre la pression et le stress sur l'alimentation, le dosage de l'insuline, le poids, plus on imagine qu'on va générer des TCA. Un plan nutritionnel personnalisé avec des professionnels bien compétents et surtout un suivi et une réévaluation régulière malgré le nomadisme médical, c'est-à-dire la capacité à tendre la main, aller vers, s'approcher des gens avec une distance suffisamment juste pour y arriver. Et ce que je vous proposerai, c'est une consultation en trio, je ne sais pas si c'est synchrone ou asynchrone, mais qui est quelqu'un du domaine du psy, du domaine du soma et le patient. Valider le diagnostic, valider les troubles mentaux associés à ces diagnostics de TCA et puis engager le traitement à la fois en même temps du diabète de type 1 et des TCA et puis se former ensemble. Donc grosso modo, ça existe fréquemment, je vous l'ai dit, c'est grave, il y a de la mortalité, c'est caché et donc je crois qu'il faut qu'on arrive à se mobiliser tous les soignants ensemble pour essayer de mieux faire vis-à-vis de cela. Et à la suite de la cohorte SFDT1, c'est un travail qu'on a prévu de faire avec Sébastien Guillaume sur le profilage psychologique et psychiatrique de ces personnes avec des TCA. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci, Patrick, pour cette intervention. Un grand merci à nos trois intervenants pour la qualité de leurs interventions, qui, je crois, illustrent de façon, encore une fois, singulière, mais aussi générale, les interactions qui existent entre ce qui est habituellement
séparer dans notre dosographie les troubles psychiatriques et les troubles non psychiatriques. On voit que ces interactions sont multiples au niveau de la physiopathologie, au niveau des comportements, au niveau du vécu des patients, au niveau de la relation que le système de santé et les professionnels de santé entretiennent avec les patients. Il y a déjà quelques questions dans le module questions-réponses. N'hésitez pas à ajouter certaines de ces questions. La toute première, peut-être par rapport à l'intervention de Mathilde Horn qui concerne les symptômes de TCA. Est-ce qu'on peut observer une similarité de ces symptômes en termes sémiologiques, ou est-ce qu'il y a une spécificité quand même qui doit être mise en avant en cas de troubles digestifs fonctionnels? Merci, c'est une bonne question. Alors, je dirais que comme dans toute situation de comorbidité, les choses sont plus graves quand elles sont comorbides. Donc, en général, les symptômes sont plus sévères. Ce que j'expliquais aussi, c'est que c'est souvent des patients qui vont avoir plutôt tendance à lier le diagnostic de troubles du comportement alimentaire et à présenter au premier plan leurs difficultés à s'alimenter en raison des symptômes digestifs. Et donc, toute la difficulté, c'est d'amener ces personnes aux soins psychiatriques et à l'acceptation du diagnostic du trouble du comportement alimentaire, alors que ces patients, eux, ont une plainte qui concerne principalement des symptômes physiques. Et c'est d'autant plus vrai quand ces patients ont consulté de multiples médecins, gastro-entérologues, chirurgiens. On a eu des tas d'examens avec des anomalies détectées, de revenir à l'idée que tout ça n'est peut-être que secondaire et que le problème initial, c'est le trouble alimentaire. Donc, je pense que c'est surtout des patients qui vont être très difficiles à amener aux soins et c'est en ça que les choses sont difficiles. Merci beaucoup, Mathilde. D'autres questions sont arrivées assez tôt sur la présentation de Sébastien, qu'on peut regrouper. Alors, la première est arrivée alors que tu étais en train d'y répondre, d'aborder les spécificités, les raisons, les facteurs explicatifs de l'augmentation de l'anorexie mentale pendant la période Covid. Tu pourras reprendre si tu le souhaites. Moi, je compléterai juste en te demandant si tu ne penses pas quand même que cette période a été un catalyseur. Tu veux parler de la rigidité, c'est hyper intéressant, mais notamment en termes de réseaux sociaux, est-ce que ça peut être un moment où de jeunes, des adolescents, de jeunes adultes se sont vraiment, je ne sais pas comment dire, mais fait happer par les réseaux sociaux, et après tu conjectures, et c'est des données de science, hein, que la fréquence va peut-être baisser. Moi, j'ai mes doutes par rapport à ces points-là, mais qu'est-ce que tu en penses? Et puis, en lien avec les TCA et peut-être aussi la Covid, mais c'était plutôt nutritionnel. Alors, peut-être qu'après, Patrick pourra aussi rebondir. Qu'est-ce que l'impact des produits ultra transformés sur les TCA? Donc, première question, spécifique Covid et facteurs TCA Covid. Deuxième question, produits ultra transformés sur les TCA. Alors, je vais commencer par la deuxième question parce qu'elle est plus facile. Sur les produits ultra transformés, parce qu'il y a une très belle méta-analyse qui est sortie d'un BMJ là, il y a pas longtemps et qui fait le point. Ce qu'on sait sur l'alimentation ultra transformée et psychiatrie, c'est qu'on est absolument certain qu'il y a un lien, ça augmente la dépression, les troubles anxieux et les troubles du sommeil. On a des fortes suspicions que ça augmente les TCA, enfin, notamment l'hyperphagie boulimique. Mais à l'état actuel des choses, on ne peut pas l'affirmer, même s'il y a des fortes suspicions. Pour la première question, alors effectivement, les réseaux sociaux sont aussi un facteur, mais en fait, je voulais insister sur des choses qui me semblent être peut-être moins évidentes. Tout le monde pense aux réseaux sociaux, et je voulais insister sur des choses qui me semblent qui sont peut-être moins évidentes et pour lesquelles par ailleurs, je pense qu'on a un impact. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, malheureusement, alors je ne sais pas quel impact on peut avoir. Alors, je pense que les réseaux sociaux, on peut avoir un impact sur la façon dont on va parler sur les réseaux sociaux pour faire de la prévention ou du repérage précoce. Mais il y a des choses sur lesquelles on a assez peu d'impact, en tout cas nous, médecins. Par contre, sur l'accès aux soins, sur repenser l'accès aux soins s'il y a une nouvelle crise sanitaire, sur la question des routines ou sur la question de la détresse émotionnelle et de l'articulation
qu'on peut avoir avec des psychothérapies qui ne sont pas forcément validées pas en première ligne dans les TCA, mais qui marchent très bien sur la détresse émotionnelle et qui peut-être marcheraient mieux sur ce profil de patient. Je pense on peut avoir, voilà, c'est pour ça que j'avais insisté là-dessus. Ça me semblait ouvrir des perspectives, mais tu as raison, les réseaux sociaux sont évidemment impliqués et ils ont été montrés comme un phénomène participant à l'augmentation de l'incidence. Après, pour ce qui est de la diminution, pour le coup, les données vont toutes dans le même sens. Il y a une diminution et de l'incidence et des demandes de soins. La question, c'est est-ce qu'on diminue mais qu'on reste haut, ou alors est-ce que ça sera au-dessus de ce qu'on avait en 2019, ou est-ce qu'on reviendra à la normale, j'en sais rien. Mais la diminution, c'est à peu près ce que donnent toutes les études. Je ne crois pas que j'ai pas vu passer d'études françaises, mais en tout cas, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin dans tous les pays en Espagne vont à peu près ont à peu près ce constat qu'il y a une diminution en 2023 et 2024 de l'incidence des TCA par rapport à 2021 ou 2020, enfin 2021 par rapport au pré-Covid. Après, on verra si ça revient à la normale ou pas. Est-ce que Patrick ou Mathilde, vous vouliez compléter? Sinon, on a d'autres questions. Non? Déjà, une question un peu factuelle. On nous demande si les diapos seront mis à disposition des participants. Donc, non, on ne le fait pas. En revanche, il y a un replay. Les participants ont accès au revisionnage complet du webinaire. Une question peut-être pour Mathilde, qui est une question personnelle. J'ai été surpris d'entendre que le diagnostic de troubles fonctionnels digestifs était mieux reçu car moins stigmatisant. C'est rare que les troubles fonctionnels soient moins stigmatisants, mais c'était que celui du trouble des conduites alimentaires. Est-ce qu'il est moins stigmatisant parce qu'il est perçu comme plus somatique? On ne devrait pas être dualiste dans ce forum, mais le titre même de notre section est dualiste, malgré nous. Est-ce qu'il est perçu parce que finalement, effectivement, il y a une sorte d'occultation, comme le disait Patrick tout à l'heure, de la dimension psychique, ou est-ce que c'est autre chose qui se joue? Oui, c'est une très bonne question et c'est peut-être une erreur de ma part d'avoir présenté les choses comme ça. Moi, je dis trouble digestif fonctionnel, mais en fait, ce n'est pas ce qui est dit aux patients. On parle aux patients de dyspepsie, de colopathie fonctionnelle, de termes qui effectivement sonnent très physiques et digestifs. Et les patients se reconnaissent davantage dans ces symptômes que dans les troubles du comportement alimentaire. Et oui, ils préfèrent avoir des troubles physiques qui sont… et imaginer que les choses vont se régler avec un médicament ou une chirurgie que recevoir un diagnostic d'un trouble psychiatrique qui amènerait à d'autres types de soins. Mais on pose rarement le diagnostic de trouble digestif fonctionnel. C'était un écart de langage. Et la gastroparésie, j'en ai parlé spécifiquement parce que vraiment, pour moi, c'est un peu mon combat. C'est que des patients qui sont gastroparétiques et alors après, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien envisager d'autre parce qu'ils ont une gastroparésie. Et ça, c'est une… En fait, toutes les patients anorexiques, je pense que si on leur faisait une vidange gastrique, on observerait un ralentissement et donc on peut faire un diagnostic de gastroparésie chez à peu près tous les patients souffrant d'anorexie. Et c'est quand les patients se présentent en service de médecine en expliquant qu'ils ont des symptômes digestifs, on leur fait ce temps de transit. Et après, nous, c'est vraiment la difficulté. Et tout l'enjeu, on essaie de développer des programmes là, actuellement d'acceptation diagnostique qu'on essaye de faire en plusieurs temps, en séance collective, pour aller progressivement vers ce diagnostic du trouble alimentaire. Mais voilà, pour répondre à la question. Merci beaucoup. Peut-être alors déjà relayer des remerciements qui sont formulés par plusieurs des auditeurs, et puis des questions peut-être pour Patrick. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du protocole ou du travail que vous menez sur l'amélioration, si j'ai bien compris, ou la meilleure compréhension des freins justement dans la relation soignant-soigné, justement d'abord de la question des omissions d'insuline, et puis c'est un corrélat. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous appelez, vous, diabétologue, la notion de détresse du diabète? Je vois dans vos congrès, enfin dans les slides de la SFD, souvent passer cela. Voilà, c'est deux questions.
Alors, oui, la détresse, on a des échelles spécifiques de détresse du diabète qui ont été validées et on essaye de trouver un peu les déterminants de cette détresse et aussi ce en quoi la détresse, indépendamment de tous les autres déterminants, impacte sur l'équilibre glycémique. Et l'équipe de Luxembourg, avec des méthodes de stats et de mathématiques très avant-gardistes, construit des arbres. Alors imaginez un tronc, et puis il y a des branches, et dans chaque branche, on va avoir par exemple les complications vasculaires, on va avoir la qualité de vie, on va avoir les difficultés psychologiques, etc. Et quand on arrive à faire un réseau d'analyse de tous les déterminants, eh bien, on voit que la détresse se trouve plutôt dans le tronc, c'est-à-dire que ce n'est pas la conséquence en bout de branche d'avoir une complication ou d'avoir une anxiété, etc. C'est très, très en amont de toutes les complications. La détresse ajoute sa dimension au déséquilibre métabolique, ce qui est l'explication traditionnelle de ça. Après, comment on fait pour essayer de faire parler les personnes? Alors, à la faveur de ça, expérience personnelle, moi j'ai appris qu'il fallait s'approcher des gens, qu'il fallait vraiment s'en approcher plus près. Ça m'est arrivé de sortir de derrière la table de consulte et d'aller m'asseoir à côté pour symboliquement dire je m'approche, je respecte une certaine distance, hein, je rentre pas dans votre cercle, etc. Mais est-ce qu'on peut se parler en abandonnant nos rôles, vous celui de patient et moi celui de professeur ou je sais pas quoi, et essayer de se parler vraiment et du coup d'avancer. Et c'est un peu ce qu'on fait dans les focus group. On a deux psychos, l'un qui est spécialiste du diabète, qui travaille en éducation thérapeutique dans le service de diabéto, et une autre qui est plutôt spécialisée dans les TCA, et qui les font parler à partir vous voyez, d'un scénario déjà construit sur est-ce que votre poids il a bougé, comment vous pensez ça, qu'est-ce que vous pensez de votre poids, etc. Et on a des verbatim qu'on est en train de collectionner et on va faire une synthèse de ces verbatim. Ce qu'on va faire aussi, c'est vis-à-vis des recos de la SFD, je me suis donné pour mission d'écrire quelques phrases et de faire un processus Delphi avec un maximum de spécialistes français et francophones et internationaux. Bienvenue si vous avez envie de participer au Delphi, de façon à ce qu'on arrive à formuler les choses avec des objectifs clairs. Mille merci pour ces réponses. Merci à nouveau à tous les trois. Donc, il me reste effectivement 3 choses à faire puisque le temps de ce webinaire s'est déjà écoulé, on ne l'a pas vu passer. Donc, effectivement, à remercier nos 3 intervenants et intervenantes pour la qualité de leurs interventions. Peut-être souligner le fait que à chaque fois, on a vu comment ces interventions pouvaient montrer la subtilité des relations qui existaient entre les différentes dimensions qui sont les nôtres en clinique psychosomatique, hein, les aspects physiques, les aspects psychiques et puis des aspects fonctionnels qui sont souvent entre les deux. L'exemple de la gastroparésie est tout à fait parlant, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de dire que c'est une gastroparésie qui n'a pas de base physique, mais c'est une gastroparésie qui entretient des liens à la fois au niveau physique avec les comportements du patient, eux-mêmes étant modifiés par ses pensées, ses représentations, son état émotionnel. Et puis, bien sûr, en termes presque sociologiques, qu'est-ce que c'est de préférer un diagnostic de gastroparésie à celui d'un trouble fonctionnel, à celui d'un trouble de conduite alimentaire, et quel est l'impact que ça a pour le patient sur sa prise en charge, sur sa représentation lui-même. Je trouve que les 3 présentations aujourd'hui ont bien illustré cela. La deuxième chose qui me reste à faire, c'est de vous inviter à participer au prochain webinaire de la section qui est tout proche, pas de la section, pardon, de l'AFPBN, bien sûr, qui est tout proche, sur grossesse et santé mentale, qui sera modéré par Sarah Tabeka, notre collègue psychiatre de Louis Mourier, tout à côté de Paris. Et puis la troisième chose, je vais déroger à une règle de neutralité. J'aurais bien invité l'ensemble des participants, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à considérer au moins la possibilité de signer la pétition de nos collègues épidémiologistes nutritionnels. C'est en lien avec le thème d'aujourd'hui, notamment l'équipe de Serge Hagberg en faveur de
du soutien citoyen au fait que le Nutri-Score, qui a été rejeté pour la deuxième fois, après avoir été rejeté par le Sénat et adopté malgré l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, a été rejeté il y a 48 heures à 2 voix près. Il ne s'agit d'aucune interdiction, il s'agit d'une information de tous les citoyens sur ce qu'ils mangent. Juste une information, donc plus de droits, plus de liberté pour tout à chacun de choisir. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à considérer, peut-être pas à signer, je n'irai pas jusqu'à là, mais à considérer la signature de cette pétition. Il y a la pétition citoyenne. Suite à pétition citoyenne Nutri-Score sur n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez dessus, c'est le site de l'Assemblée nationale. Et puis pour les professionnels de santé, que nous sommes quasiment tous et toutes, et aussi, il va suffire de regarder, je ne sais pas, sur LinkedIn, le profil de Serge Ekberg pour trouver une pétition désignée aux professionnels de santé. Désolé pour cette toute petite sortie de la neutralité. Et puis, merci encore à tous et toutes, aux participants qui se sont connectés et aux intervenants qui ont animé avec brio cette session. Merci. Merci à vous.